les retardataires ont toujours tort. Donc, je sais que je suis en live sur YouTube et que ça enregistre là-bas. Donc, je ne vais plus enregistrer du coup. Donc, je vais faire le live et puis je vais chercher l'enregistrement sur YouTube. Excellent. Donc, bienvenue à tous pour cette séance de vidéoconférence sur les BPF des États donc, de l'UEMOA. En fait, c'est un survol que je vais faire aujourd'hui. On ne va pas aller dans les détails parce que ça serait trop long, sinon 1 heure 30 ne suffirait pas. Parce que le BPF, c'est quand même un domaine très précis, très élaboré, avec beaucoup d'éléments qui viennent, je dirais, soutenir la fabrication pharmaceutique, en fait. Donc, on va aller avec un survol rapide. Et à la fin, si vous avez des questions, on pourra en discuter. Et puis, pourquoi je fais un survol? C'est parce que les 2, 3, 4 avril 2024 aura lieu à Lomé. Donc, l'événement qui va détailler euh, toutes, euh, toutes les BPF. Donc, on va voir en détail les tenants et les aboutissants de cette version de BPF, donc des États de l'UEMOA. Rapidement, mon nom est Kossim Olé, j'ai 25 ans d'années d'expérience en qualité, production et développement de produits, aussi bien en validation qu'en conformité des procédés. Je fais aussi de la réingénierie et de l'excellence opérationnelle. Je suis formateur agréé et je suis certifié PMP, Project Management Professional. Et aussi, je suis Lean Six Sigma Black Belt ou ceinture noire, comme on le dit souvent en français. Donc, je suis membre de l'Ordre des chimistes du Québec, président du SPE Canada affilié. C'est diplôme de maîtrise en biologie, c'est ça, et diplôme de génie des procédés chimiques. Rapidement, Vivado Global Performance, c'est une entreprise de conseil et de support pour l'ensemble des entreprises qui œuvrent dans la fabrication des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des produits de santé naturelle, des instruments médicaux, etc. Donc, et aussi, de temps en temps, on intervient aussi dans l'agroalimentaire. Donc, pour des questions de qualité, de gestion de l'amélioration continue, la réglementation et aussi de la performance opérationnelle. Donc, tout ça, on le fait euh, en intervenant donc dans les entreprises manufacturières. Euh, En fait, Mivado Global Performance a été fondé en 2004, service de conseil scientifique et de gestion. On offre des services ou de support de Lean Six Sigma, de réingénierie et amélioration continue. On va offrir des systèmes de gestion de la qualité. On fait aussi de la validation pharmaceutique, on s'entend. Donc, tout ce qui est VMP, Validation Master Plan ou plan maître de validation, et la qualification de la performance de procédés, la qualification et la validation donc, des systèmes informatisés, la validation des méthodes d'analyse. Donc, ce sont des éléments qui vont permettre à une entreprise de pharmaceutique d'être conforme donc à la réglementation et au BPF, parce que tout cela sont des exigences qui font partie donc des bonnes pratiques de fabrication. On va intervenir aussi dans la mise en place et gestion des systèmes de qualité. On va élaborer, on va participer à l'élaboration donc des dossiers réglementaires, que ce soit pour la demande d'homologation ou alors des licences des produits. On participe à des services d'audit où on peut être auditeur pour des entreprises qui n'ont pas nécessairement la disponibilité, le temps d'aller faire ce genre d'audit. Et puis, on offre aussi de la formation, comme ce que nous faisons aujourd'hui sous forme de webinaire.
Rapidement, au niveau du contenu de cette vidéoconférence, comme je l'ai dit tantôt, on va parcourir rapidement le BPF dans son ensemble euh, de façon à survoler les notions essentielles. Donc, encore une fois, on va parler dans les détails, mais si le temps nous permet, avec les questions, on pourra y parvenir. Et vous allez voir que j'ai l'introduction, la gestion et la qualité. Il y a les locaux et les matériels qu'on va voir, les composants et les produits. Il y a une rubrique sur la fabrication, un chapitre sur le conditionnement et le contrôle de qualité. Ensuite, il y a trois annexes à cette version de BPF. L'annexe 1, c'est la fabrication, concerne la fabrication des produits pharmaceutiques stériles. Donc, puisque c'est un groupe de produits assez particulier, les produits doivent être stériles. Tout ce qui va rencontrer la stérilisation des produits ou des zones, etc., sont abordés là-dedans. Comment est-ce que les zones doivent être ségrégées? Comment est-ce que les bâtiments doivent être construits, le système d'aération, etc., pour garantir la conformité réglementaire de ces zones de production, de ces produits stériles. Ensuite, on a l'annexe 2 qui va être il va détailler en fait toutes les bonnes pratiques qui sont liées donc aux produits pharmaceutiques biologiques en fait. Donc, comme les vaccins, etc. Oui, on peut dire que les vaccins sont des produits stériles, mais à la base, il y a certains vaccins aussi qui sont fabriqués de façon biologique. Donc, il y a une différence entre les produits stériles et les produits biologiques. Si vous voulez, on peut en débattre. Ensuite, il y a l'annexe 3 qui vient établir tous les principes par rapport aux produits à base de plantes. Euh, donc, ici, on a des lignes directrices, tout comme les bonnes pratiques donc, de fabrication de l'OMS ou alors de l'Union européenne. Il y a toujours une annexe qui va traiter des plantes, parce que les plantes médicinales aussi font partie donc de ce que nous appelons des produits alternatifs ou des produits de santé naturelle et qui vont bénéficier aussi des bonnes pratiques de fabrication de ces produits-là. Donc, de façon générale, cela fait le tour en fait de quelques sections qui font partie donc de, des BPF. Donc, que j'ai repris sous forme schématique en parlant de gestion et qualité, donc les locaux et matériels, composantes et produits, fabrication, conditionnement, contrôle de qualité. Donc, de façon générale, ce sont ces sections-là qui vont constituer ce que nous appelons les bonnes pratiques de fabrication. Alors, au niveau de l'introduction, donc les bonnes pratiques de fabrication de l'UEMOA sont adoptées le 4 juillet 2005 à Dakar. Il faut s'entendre qu'ici, ce n'est pas une agence de réglementation comme la FDA, c'est-à-dire Food and Drug Administration, ou alors l'agence Santé Canada, ou alors l'Agence européenne des médicaments qui établit ce genre de BPF. Que l'Afrique, je crois que c'est maintenant que les agences sont en train d'être érigées à travers tous les pays. La plupart des pays ont déjà leur agence de réglementation des produits pharmaceutiques. Je crois, si mais les renseignements sont bons, il n'y a que le Togo et le Mali qui sont en retard par rapport à la mise en place des agences de réglementation des produits pharmaceutiques. Donc, ça s'en vient. Donc, ça va arriver incessamment, je crois. Donc, par contre, la version que nous avons aujourd'hui des bonnes pratiques de fabrication ont été adoptées par le Conseil des ministres donc, de la Commission de l'UEMOA. C'est comme ça qui a pour but d'harmoniser la réglementation pharmaceutique donc en Afrique de l'Ouest dans la zone UEMOA, comme on le dit. C'est un ensemble de règles. Donc, l'application vise à garantir la conformité des opérations
tout court et possiblement des opérations de fabrication des médicaments. En fait, ce qu'on entend par là, c'est qu'à travers ces bonnes pratiques de fabrication, on veut harmoniser les pratiques dans la sous-région ou par rapport aux États membres donc, de l'UMOA pour que un produit qui soit fabriqué soit au Togo, au Burkina Faso, soit reconnu un peu partout dans la zone. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'harmonisation. Au niveau de l'Europe et des États-Unis et du Canada, il y a ce que nous appelons l'accord de reconnaissance mutuelle. Euh, et dans les BPF ou sur dans les lignes directrices, on retrouve souvent cette terminologie qui dit accord de reconnaissance mutuelle pour dire que, bon, voilà, on reconnaît les BPF de chaque partie prenante et qu'une fois que les médicaments sont fabriqués dans un de ces États-là, automatiquement, ils sont reconnus par les autres. OK? Donc, c'est comme ça que la réglementation se fait et on a ce que nous appelons l'harmonisation des BPF à travers les pays. Et donc, le chapitre 1 de cette BPF concerne la gestion et la qualité, qui a pour principe donc d'assumer la responsabilité de la qualité des produits, avoir un service de département de qualité. OK? On doit s'engager, je veux dire, la direction doit s'engager en étant responsable de cette bonne pratique-là, de cette qualité-là. Ce principe exige aussi que le personnel soit activement impliqué donc, dans la fabrication, dans l'observation des règles au niveau au niveau des bonnes pratiques des fournisseurs, y compris les fournisseurs et puis les distributeurs aussi. Donc, ce sont des règles qui sont érigées pour tout le monde, pour ceux qui interviennent du moins dans le processus de fabrication des médicaments. Les principes vont nous amener aussi à posséder un système d'assurance qualité basé sur les BPF. Donc, tout ce qui rencontre les BPF, leur système, doivent être en place pour pouvoir démontrer l'efficacité de ce système-là. Oups, là, une bêtise ici, voilà. Donc, c'est à ça que la gestion et la qualité vont répondre à tous ces éléments-là au niveau donc des entreprises. En fait, dans cette gestion de la qualité, on va parler aussi de ce qu'on appelle le système d'assurance qualité. Souvent, le système d'assurance qualité va chapeauter l'ensemble des opérations pour s'assurer que et les locaux, et les procédés, et les équipements, et la fabrication elle-même ou les opérations en tant que telles rencontrent toutes les exigences qui sont établies. Un, par les bonnes pratiques de fabrication. Deux, par l'autorisation de mise en marché qui est cette homologation adressée donc, et qui est obtenue via une agence de réglementation. OK? Donc, le système d'assurance qualité, ici, c'est un large concept, OK? Comme je viens de l'expliquer, qui couvre tout ce qui peut individuellement, collectivement influencer la qualité d'un produit. Donc, quand on a une usine, Dieu seul sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, qui viennent interférer sur la qualité du produit. Donc, le système d'assurance qualité va représenter l'ensemble des mesures qui seront prises pour s'assurer que les produits pharmaceutiques fabriqués soient de la qualité requise et qui sont conformes donc, euh, à l'autorisation de mise en marché ou répondent à l'usage auquel les médicaments sont destinés. Donc, le système qualité va aussi contenir ou va comprendre donc tous les BPF, les éléments qui sortent du cadre de ces BPF, par exemple la conception et le développement des produits.
Donc, quand on suit le cycle de développement ou le cycle de vie d'un produit, ça part du développement, de recherche et développement jusqu'à la commercialisation. Donc, les BPF vont couvrir l'ensemble de ce processus-là pour s'assurer que la qualité soit bâtie à l'intérieur du processus même de gestion. OK? Donc, c'est comme ça que ça se passe. On va dire que les bonnes pratiques de fabrication sont un élément de l'assurance qualité. Donc, elles garantissent que les produits sont fabriqués et contrôlés de façon uniforme et selon les normes de qualité. Elles visent principalement à diminuer les risques inhérents à toute production pharmaceutique. Toujours dans la section gestion et qualité, nous avons un élément crucial qui est le personnel. On ne peut pas faire de la production pharmaceutique sans le personnel. OK? Donc, le personnel est aussi important que toutes les autres sections, les autres aspects euh, du, euh, les autres aspects donc des BPF. Pourquoi? Parce que, évidemment, aujourd'hui, on va parler de l'IA, on va parler de la transformation numérique, etc. Oui, mais on n'a pas encore les robots qui sont capables de tout faire. On aura besoin toujours des humains. Ça, c'est sûr et certain. Donc, au niveau du personnel, le système de qualité, l'assurance et la mise en place des BPF seront l'œuvre de ce personnel-là. Donc, ce sont eux qui vont mettre en œuvre tout le système qualité, finalement, les procédures, les processus de fabrication, les procédés de fabrication et autres. Donc, ce sont les humains qui vont mettre en œuvre, qui vont mettre en place ce système-là. Donc, on sera amené à avoir en place un pharmacien responsable, un personnel qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour assurer la production pharmaceutique. Donc, une seule personne ne peut pas rouler une usine pharmaceutique, à moins que tout soit robotisé ou automatisé. OK? Donc, des processus simples un jour, on va arriver à ce stade-là, mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. On doit pouvoir aussi établir des descriptions des tâches et des fonctions du personnel. Le personnel est conscient des BPF. Les postes clés sont les suivants: un pharmacien responsable, un responsable de la production, un responsable du contrôle qualité. Donc, cela veut dire que si aujourd'hui on bâtit une usine pharmaceutique, obligatoirement, on doit avoir ces trois personnes-là, qui sont des personnes différentes. Hein. Une seule personne ne peut pas occuper les trois postes. C'est ça que ça dit. Okay? Le pharmacien responsable ne peut pas être en même temps le responsable de la production. Ça ne marche pas. Il y a conflit. Donc, les trois personnes sont différentes. Donc, ce sont des individus différents à part entière qui vont occuper ces trois fonctions. Ensuite, il y aura les autres membres de l'équipe, bien sûr, qui vont participer donc à la fabrication pharmaceutique. Donc, le système de qualité repose sur le personnel. Ensuite, une fois qu'on a le personnel, il va falloir qu'il soit formé, ce personnel-là. Donc, d'où la formation aussi fait partie des bonnes pratiques de fabrication qui s'assurent que le personnel soit convenablement formé sur les procédures, sur les pratiques de l'entreprise. Donc, dans ce cadre-là, on va avoir un programme écrit en place, un programme écrit de formation du personnel, bien sûr. On doit pouvoir donner de la formation théorique et pratique à l'équipe. On doit assurer cette formation de façon continue afin de démontrer l'efficacité donc périodique de ce programme-là. Donc, en gros, c'est ce que nous retenons de la formation. Ensuite, il y a l'hygiène du personnel. Dans cette session-ci, c'est surtout les visites médicales lors des embauches ou à intervalles appropriés.
C'est obligatoire de s'assurer que l'équipe ou le personnel soit en bonne santé, qu'il n'y ait pas de maladies qui soient transmissibles ou alors des bibites, que le personnel ne transmette pas des bibites ou des maladies ou des pathogènes aux produits qui sont fabriqués, surtout quand on travaille avec les produits stériles. Donc, il faut que l'hygiène soit de mise. Donc, on va exiger des examens périodiques de contrôle de la vue du personnel responsable des inspections visuelles, par exemple. On va assurer la formation obligatoire du personnel sur les règles d'hygiène personnelle et, et le port des équipements de protection individuelle aussi seront rendus obligatoires lorsque ça sera exigé. Donc, ce sont des choses qui se conçoivent à travers le procédé de fabrication. Une fois que tout est établi, on fait la revue, on fait l'audit et on s'assure que chaque poste de travail reçoit les consignes nécessaires et la formation nécessaire pour pouvoir opérer. Donc, au niveau de l'hygiène, on voit ici quelques éléments, quelques consignes à, à suivre. On doit avoir des vêtements de travail, ça c'est sûr. On doit se laver les mains convenablement euh, à l'entrée, à la sortie, à chaque fois qu'on change de produit. Des fois, on change même de vêtements parce que les vêtements sont souillés à la fin de la journée, donc, ou entre deux productions, donc il faut les changer. Ça fait partie des bonnes pratiques de fabrication. Et on ne peut pas boire, manger, porter des bijoux, se parfumer, avoir du vernis à ongles, des fossiles ou fumer dans les zones de fabrication, c'est interdit. On ne peut même pas manger non plus. Donc, ce sont des consignes claires qui font partie donc des bonnes pratiques de fabrication. Au niveau de l'habillement, donc, comme on l'a dit tantôt, l'habillement fait partie de l'hygiène du personnel. Donc, du coup, on va voir que on a une zone d'habillement ici avec des postes, des couvre-chefs et les couvre-chaussures, des sarraux qui sont là, des blouses en fait, donc bien entreposées. Et il y a différentes sortes de tenues qu'on peut, selon la nature de l'usine, etc. Donc, il y a différentes sortes d'habillement qu'on va exiger à ce niveau. Donc, les tenues de ville sont nécessairement bannies donc, dans les zones de production. Donc, rendu ici, on se change, on met un sarrau, on met l'habit de travail pour pouvoir aller mélanger ou fabriquer les produits. Donc, il y a quelques responsabilités qui se dégagent, en fait, comme on l'a vu auparavant. Ici, on va parler du responsable pharmaceutique, de la responsabilité pharmaceutique. En fait, dans la zone UMOA, tout comme je crois dans le système français, c'est le pharmacien qui est responsable donc du respect des exigences techniques et réglementaires relatives à la qualité des produits et à l'approbation des lots en vue de leur libération pour la vente. Ça, c'est indéniable, c'est dans les textes tels quels. Donc, on ne peut pas concevoir une usine pharmaceutique dans la zone UEMOA sans avoir un pharmacien responsable en place. Ensuite, cette responsabilité va permettre d'assurer la révision des dossiers et de production. Le responsable, le pharmacien va être responsable donc de la libération de l'eau de production et veiller à l'application des lois et règlements sur les BPF. Ensuite, il y a la documentation qui fait partie donc de ce système qualité aussi. Donc, la documentation par excellence pour les BPF ou la production pharmaceutique, c'est aussi critique. Donc, tout est documenté en fait. La documentation va couvrir tous les aspects des BPF. La documentation va définir, à travers je veux dire, on doit définir les spécifications et établir des procédures relatives à tous les produits,
et aux méthodes de fabrication et de contrôle. C'est important d'avoir ces spécifications-là parce que toute production, c'est par rapport à une certaine spécification. Même les équipements ont leurs propres spécifications. Les équipements par exemple, de mélange ou de compression ou d'enrobage ou de packaging, etc., doivent suivre un certain nombre de règles. On va pouvoir les ajuster par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, ça prend des spécifications ou alors des procédures bien établies. Okay? On va avoir des documents qui seront approuvés, signés, datés par les personnes compétentes et autorisées. Euh, on doit pouvoir documenter toutes les données de façon claire, lisible et indélébile. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle intégrité des données qu'on va avoir peut-être dans une autre formation, dans une autre vidéoconférence. Donc, en tout et pour tout, on va considérer l'ensemble des documents qui rentrent dans nos pratiques pharmaceutiques. Et ça, Dieu seul sait qu'il y en a des masses. On voit ici les spécifications, les fiches maîtresses, les documents maîtres de production, les procédures, les enregistrements, les formulaires. Et l'ensemble va constituer ce qu'on appelle les BPF, donc au niveau de l'UEMOA, qui, euh, qui, euh, qui fait objet donc euh, qui va servir plutôt de guide au niveau de la production pharmaceutique. Donc, on va voir qu'au niveau de la CDAO, c'est ce que cette organisation va considérer pour pouvoir homologuer aussi les produits ou alors simplement au niveau des entreprises qui seront obligés de se soumettre donc à ces bonnes pratiques de fabrication afin de s'assurer que les produits soient fabriqués euh, selon l'autorisation de mise en marché. Ensuite, toujours au niveau de la gestion et qualité, il y a cette section que nous appelons validation des procédés. Ici, j'ai mis de façon schématique le modèle en V. C'est sûr que le modèle en V, au niveau de la validation, c'est ce modèle qui a cours aujourd'hui. C'est sûr qu'on est passé à un autre modèle, mais bon, c'est toujours en vigueur. Euh, c'est quoi la validation des procédés en fait? On veut avoir des preuves documentées que tout procédé spécifique conduit de manière uniforme à un produit conforme à ces spécifications de qualité préétablies. OK? C'est indéniable. La validation vient confirmer ce que nous avons écrit ou décrit dans nos spécifications. Donc, toutes les opérations de fabrication, de conditionnement et de contrôle de la qualité effectuées sont validées et de façon périodique. OK? On fait ce qu'on appelle la validation continue. Donc, aujourd'hui, non seulement on fait la validation une première fois, mais on s'assure de suivre les autres, tout l'eau, en fait, tout l'eau qui est fabriqué, on essaie de le suivre pour s'assurer que cette eau-là rencontre les exigences validées. Ensuite, on doit avoir un plan en place, un plan directeur de validation. C'est un document dans lequel on décrit tout ce qu'on veut faire comme validation. C'est quoi notre stratégie, l'approche, comment on fait ci, comment on fait ça, etc. Donc, parce qu'il faut que ça soit prédéfini. Et après, on va maintenir le statut validé des installations, des procédés, des équipements, même des méthodes. Donc, il faut maintenir l'état validé. Euh, et ça, c'est un suivi périodique qu'il faut faire. Donc, à chaque fois, on revient, on challenge, on s'assure que nos équipements, nos systèmes, les utilités, etc., sont conformes et ils sont en état validé à chaque fois. Donc, c'est tout un élément principal au niveau des BPF, là, au niveau de la production pharmaceutique. La validation prend une grosse part pour
Et c'est en continu, donc comme on dit, mais on y reviendra dans d'autres formations. Un autre aspect, donc au niveau de la gestion et qualité, c'est la réclamation et le rappel. Le rappel, c'est important. Un système de rappel des produits doit être mis en place pour pouvoir rappeler les produits défectueux ou alors qui ont des problèmes particuliers du marché de façon rapide et efficace. Donc, chaque fabricant doit avoir une procédure de rappel en place et des dispositifs pour retirer rapidement les produits du marché. C'est une exigence des BPF. Et cela va toucher aussi ceux qui travaillent en sous-traitance, ceux qui sont les donneurs d'ordre. Si vous avez des partenaires qui font des affaires avec vous, vous devez être capable de les englober dans cette procédure de rappel-là. OK? Donc, ça fait partie de ce que nous appelons les bonnes pratiques de fabrication. Ensuite, les procédures et programmes sont mis en place pour des audits de fournisseurs et des sous-traitants. On doit avoir des procédures et programmes pour les audits des fournisseurs, pour les achats et réception des matières premières et articles de conditionnement. On doit avoir aussi des programmes de maintenance des installations en place, y compris les équipements, les systèmes, les bâtiments. On doit pouvoir avoir des procédures de prévention de la contamination croisée. On va avoir le programme de lutte contre les vermines. Donc, c'est important d'avoir tous ces éléments-là pour une unité de production pharmaceutique. Donc, ce qui va garantir en fait la qualité du produit et de s'assurer que on travaille dans un environnement qui est conforme donc à aux exigences réglementaires. Euh, Comme on a parlé des locaux tantôt, donc locaux et matières, c'est la rubrique 2 donc, de notre BPF au niveau de l'UEMOA. Quand on parle des locaux, ce sont les bâtiments, les salles dédiées ou pas, donc où on installe les médicaments. Donc, ces locaux sont situés dans un environnement qui tient compte donc des mesures prises pour protéger les procédés de fabrication. Donc, il doit être dénué enfin, on ne doit pas avoir des risques de contamination croisée ou autre dans ces locaux-là. Donc, on doit assurer la maintenance, le nettoyage de ces locaux et que ces locaux doivent être propres et bien nettoyés en tout cas. OK? Bien nettoyés, bien entretenus, etc., etc. Certains locaux peuvent être dédiés, bien sûr, mais la règle d'or, c'est que ces locaux soient bien disposés, bien nettoyés et propres pour, pour la fabrication pharmaceutique. Réception des matières et des articles. C'est sûr que lorsqu'on va commander les matières premières, il faut les réceptionner. Donc, il y a tout un dispositif aussi qui doit être établi au niveau de la procédure, au niveau de comment les articles sont réceptionnés. Donc, les matières premières, les articles de conditionnement primaire sont achetés auprès des fournisseurs approuvés. Ces fournisseurs approuvés, comment on les approuve? Il faut les auditer. Ça peut être audit physique, audit papier. On les approuve comme étant des fournisseurs approuvés. Et les BPF exigent qu'on ait une liste des fournisseurs approuvés. Donc, les produits réceptionnés sont vérifiés pour s'assurer de leur conformité aux exigences. C'est important parce qu'on ne met pas n'importe quoi dans la fabrication. Donc, il faut on ait des spécifications en place et les produits sont challengés, sont vérifiés, revérifiés par rapport à ces spécifications-là. Et même ici, on dit l'eau utilisée est considérée comme une matière première dans certains cas. Et c'est pour ça que l'eau qui sera utilisée dans l'usine doit être soigneusement vérifiée, et analysée, testée contre contre les microbes. C'est important. Donc,
de façon journalière, on va faire la vérification de cette eau-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pathogènes ou des microbes indésirables dans cette eau-là qui viendraient contaminer nos produits. Alors, une autre section qui concerne la fabrication ici, ce sont les opérations de fabrication elles-mêmes. Ce qu'on va exiger, ce sont des procédures opératoires normalisées qui sont des PON. Euh, on s'assure que ces PON-là soient en place. C'est normal parce que on doit s'assurer de maintenir une logique au niveau des numéros de l'eau. On doit s'assurer de prévenir les contaminations croisées. On doit avoir à surveiller les opérations de fabrication. La formulation, évidemment, ça doit comporter des versions, etc. Donc, il faut les surveiller, les suivre. Le dossier de fabrication doit être bien monté avec toutes les spécifications ou des contrôles en cours de procédés qui sont bien établis et qui sont clairement décrits parce que c'est avec ça qu'on fait la production, on fait la fabrication du produit. Donc, ces dossiers doivent être en place de façon claire, approuvés aussi par le service de la qualité. Donc, l'accès aux zones de fabrication est limité au personnel autorisé uniquement. C'est sûr que n'importe qui n'est pas appelé à rentrer dans la zone de fabrication au risque de contaminer ou d'entraver le bon fonctionnement des opérateurs ou des équipements ou de contaminer les matières premières justement parce que ce sont des manipulations qui sont hautement surveillées. Alors, l'autre élément important au niveau du conditionnement, euh, qui est une section aussi des BPF de l'UEMOA, ce sont les instructions. Les instructions ici, bon, on va parler généralement des procédures écrites, hein, en d'autres termes, donc pour le conditionnement, pour les opérations de conditionnement, les dossiers de conditionnement, des lots, l'accès aux zones de conditionnement, etc., etc. Donc, on doit pouvoir avoir des instructions ou des procédures en place pour l'opération de conditionnement ou alors de packaging, comme on appelle généralement. Donc, cela veut dire que le conditionnement lui-même n'est pas fait au hasard. Donc, il y a tout un processus qui entoure le conditionnement pour que les choses se passent donc, selon les règles de l'art. Et en 6, on a le contrôle de la qualité. Donc ici, c'est tout ce qui va toucher le produit lui-même une fois fabriqué ou alors les matières premières. Parce que le contrôle qualité, c'est ce qu'on va mesurer, c'est ce qu'on va analyser, c'est ce qu'on va tester. Donc, cette section va challenger les spécifications et les méthodes d'essai, va faire l'échantillonnage s'il y a lieu, va s'assurer de contrôler les opérations, va utiliser des certificats d'analyse pour faire la validation de certaines matières, donc être toujours en relation avec les fournisseurs. On doit avoir un programme de suivi de la stabilité en place. Donc, la stabilité des produits pharmaceutiques, c'est ce programme-là qui permet de déterminer la date de péremption donc, de chaque produit pharmaceutique. Donc, c'est un programme en soi qui est fait de façon régulière. Donc, chaque année, il y a un lot de fabrication qui va en stabilité. Donc, on suit le produit selon son cycle de vie. Donc, tout document de contrôle de la qualité concernant un lot est conservé un an après la date de péremption du lot ou alors au moins 5 ans après la libération du lot selon les exigences donc des PPF de l'UEMOA. Donc voilà, ceci nous conduit donc à la dernière slide. J'ai la slide en place, dernière diapo, voilà. Euh, comme je le disais, c'est un survol rapide donc, des BPF de l'UEMOA et que l'ensemble des détails seront fournis lors de notre
séance de formation les 2, les 3, les 4 avril 2024. Et comme on dit, la qualité, ce n'est pas une réparation rapide ou temporaire, c'est un processus d'amélioration continue, comme l'a dit A. Fagenbaum. Donc, voilà, merci beaucoup de votre attention et puis on va passer rapidement aux questions-réponses. Merci. Salut Alfred, comment ça va? Oui, salut très cher, je vais bien et merci aussi pour la formation du jour concernant l'introduction des BPF, surtout dans l'espace UMOA. J'ai suivi aussi avec attention et j'aurais aimé avoir plus d'explications aux côtés de l'assurance qualité dont vous avez eu à suggérer tout de suite là. Oui, Puisque souvent, quand nous comprenons assurance, assurance, c'est tout comme une prise en charge que qu'on fait en fait. Est-ce que c'est le cas au niveau des BPF aussi? Je n'ai pas bien cerné cette partie-là. ok. L'assurance qualité, c'est souvent c'est un département, hein, mais c'est un, c'est un, comment dirais-je, c'est un ensemble de concepts. En fait, dans les BPF en tant que tel, au niveau du Canada, il n'y a pas une section qui s'appelle l'assurance qualité. Il y a la gestion de la qualité. Mais par contre, dans les BPF de l'espace UEMOA, il y a cette section qui revient, qui est le système d'assurance qualité. En fait, c'est l'ensemble des mesures prises pour assurer euh, que les produits pharmaceutiques soient fabriqués, OK, selon les spécifications requises et que les produits soient de qualité. OK. Il n'y a pas un élément que je vais dire, ça, c'est ça l'assurance qualité. Non, l'assurance qualité, c'est comme un parapluie qui chapeaute toute la production pharmaceutique ou toute l'usine pharmaceutique. OK? Donc là-dedans, de façon spécifique, on va gérer l'ensemble des politiques qualité, les procédures de fabrication, les procédures qualité, la déviation, les change control, nomme-les, la documentation, l'hygiène, tout ça là font partie donc de la maîtrise du système qualité d'une usine pharmaceutique. En fait, c'est ça. Donc, il n'y a pas, c'est tout un département en soi, OK, qui regroupe des individus qui vont travailler avec le papier. Donc, ces gens-là ne sont pas des opérateurs, ce sont des spécialistes en qualité, ce sont des spécialistes en contrôle qualité, ce sont des spécialistes en assurance qualité ou des techniciens en qualité qui vont observer la fabrication, qui vont observer les opérations pharmaceutiques pour dire, OK, lorsqu'on fait, par exemple, on veut euh, fabriquer un produit pharmaceutique, ils sont là pour approuver la documentation, approuver la formule maîtresse, approuver les opérations, l'installation des lignes ou le setup des lignes, comme on dit, etc., etc. Donc, c'est tout un ensemble. Et pourquoi le système qualité est différent et pourquoi l'assurance qualité est différente du contrôle qualité? Parce que l'assurance qualité va s'occuper donc de la partie système, de la partie documentation, alors que le contrôle qualité va s'occuper du produit. Le contrôle qualité va faire ce qu'on appelle les analyses sur les produits, va tester les produits, etc., etc., va faire le contrôle du produit, alors que l'assurance qualité s'occupe de la paperasse, tu vois, et va OK, émettre les directives, va émettre les procédures, va s'assurer que les procédures soient respectées
va s'assurer que les gens aient la formation nécessaire par rapport au PPF, va s'assurer que l'usine en général et le personnel en général soient en conformité avec le personnel. Donc, voilà le rôle principal donc, de l'assurance qualité. Et en général, ce département-là est Donc, dirigé par un directeur assurance qualité. On peut avoir aussi un vice-président qualité, etc. Ou alors un pharmacien responsable peut être aussi responsable de l'assurance qualité. Voilà. merci beaucoup, c'est bien cerné. Et pour aller un peu plus, vous venez aussi de dire que dans l'espace UEMOA aussi, c'est uniquement le Togo et le Mali qui n'ont pas encore des Les systèmes de agences, gestion, en fait, des agences de gestion, en fait. ouais. Et au niveau de Mivado Global Performance, qu'est-ce que vous faites à ce niveau pour que cela puisse aussi être disponible au Togo, tout comme dans d'autres pays de la sous-région? En fait, cette agence-là, c'est pas du domaine privé hein, ou public. En fait, c'est quelque chose qui concerne le gouvernement. Donc, c'est comme un ministère. Aujourd'hui, ce que l'agence veut faire exactement, c'est faire la gestion de la réglementation pharmaceutique. Ça se fait déjà, OK, avec le ministère de la Santé sous la direction des produits pharmaceutiques, des pharmacies et des produits pharmaceutiques, je crois. Donc, ça se fait déjà, mais les directives venant de l'UMOA, de l'espace UMOA ou des autorités de cette organisation, leur ambition, c'est de créer des agences de réglementation pharmaceutique dans chaque pays membre de l'UMOA. OK? C'est ça leur souhait, en tout cas. Et les États sont obligés de créer ces agences-là. Les agences doivent être autonomes pour pouvoir faire le travail de façon consciencieuse. Donc, ce n'est pas nous, en tant que entreprise ou individus qui allons participer à créer cette agence-là. C'est purement au niveau du gouvernement, tu vois, de chaque pays. Donc, mais si les fonctionnaires demandent notre avis, bien sûr, on va participer. Mais pour le moment, moi, je ne participe pas à ça. Mivado ne participe pas à ça non plus. Donc, mais je suis au courant du déroulement de, de cette initiative, étant donné que j'ai des contacts quand même avec qui je travaille, donc qui me forment là-dessus. Donc, ça s'en vient. À mon avis, ça ne va plus tarder à voir le jour, étant donné qu'ils sont très avancés là-dedans. Donc, ils vont dissocier toute la gestion de la réglementation des produits pharmaceutiques ou du ministère de la Santé en tant que tel. Donc, ça va être une agence en tant que telle autonome qui va agir sous l'autorité, bien sûr, du ministère de la Santé ou du ministre de la Santé, mais c'est une agence autonome. Ça sera plus une direction. Merci beaucoup. Et c'est bien clair maintenant. Plus de questions. Excellent. Donc, merci beaucoup. Ceci va clore notre séance. Euh, je vais vous dire merci. Merci pour avoir accordé ce temps à ce webinaire, d'avoir partagé ce temps avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Je sais que beaucoup ne sont pas, les gens se sont inscrits, mais je ne les vois pas. Mais bon, ça fait partie ça fait partie du jeu, comme on dit, n'est-ce pas? Et je sais que non, je ne les vois pas. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt, à la prochaine formation. À la prochaine. Excellent.
Merci, bye bye.